Eh bien, merci beaucoup Philippe pour cette introduction. Bienvenue à tous nos intervenants. Comme vous voyez, ils sont nombreux, donc on va essayer de garder un bon rythme pour cette table ronde. Alors, les intervenants précédents ont évoqué le contexte particulier cette année, qui est au cœur de notre table ronde. Nous sommes en guerre énergétique, vient de dire Pascal Canfin, et nous ne pouvons pas la perdre. Et la ministre Agnès Pannier-Runacher a dit « La France doit reprendre en main son récit énergétique ». Donc tous les deux ont totalement amorcé le sujet de notre table ronde. Et dans ce contexte inédit, effectivement, les énergies renouvelables, qui jusqu'à présent étaient vues comme une priorité face à l'urgence climatique, sont devenues aussi une priorité face à l'urgence géopolitique. On va commencer par le front électrique, même si, cher Jean-Louis Bal, nous ne parlerons pas que d'électricité durant cette table ronde, mais on va néanmoins commencer par le front électrique avec Xavier Péchazic, puisque RTE a présenté il y a quelques jours les perspectives du système électrique français pour cet hiver. Alors on sait que la France est devenue importatrice d'électricité. On sait qu'il y a des risques pour cet hiver et les suivants, même si vous vous êtes montré très rassurant. Vous avez parlé de sobriété, bien entendu, et vous avez cité parmi les priorités le développement des énergies renouvelables. Donc, de votre point de vue, du point de vue du GRT, aujourd'hui, quel scénario de développement pour les énergies renouvelables électriques ? Bonjour à tous. La France a toujours importé de l'électricité. C'est pas parce qu'on était donc exportateur net qu'on n'apportait jamais d'électricité. Donc il faut pas se faire un monde du fait qu'on importe de l'électricité, c'est normal. Et c'est la solidarité entre les pays d'Europe. Il faut des interconnexions. Donc ça, c'est une première chose. Je rebondis sur votre introduction, si vous me le permettez. Après, il se passe deux choses. On a des objectifs de très long terme. On en a parlé. Donc Agnès Pannier-Runacher a cité Futur énergétique. Pour des raisons climatiques, il fallait qu'on s'électrifie pour que l'électricité remplace les usages du gaz fossile et du pétrole. S'électrifier, ça veut dire consommer plus, donc il faut qu'on produise plus. Première conclusion, il faut qu'on produise plus d'électricité dans notre pays, et donc ça veut dire qu'il faut faire des énergies renouvelables le plus vite possible. Puis il y a cette guerre qui arrive, et qui confirme ces objectifs climatiques pour des nouvelles raisons, pour des raisons de souveraineté. Et là, ça veut dire qu'il faut aller encore plus vite, alors qu'on avait déjà dit qu'il fallait qu'on aille vite. Là, ça ressemble à une sorte de mobilisation générale. Alors pour ça, il y a 3 leviers. Le premier, c'est de simplifier nos procédures. La ministre en a parlé, c'est très important. Pour faire des énergies renouvelables, mais aussi pour faire du réseau. Et puisque je suis là aussi comme un maître ouvrage réseau, je veux dire qu'il faut qu'on se dise qu'il va falloir que pour qu'on raccorde le plus d'énergie renouvelable le plus vite possible, il va falloir qu'on écrète la production des énergies renouvelables. Je le dis devant le CER, il faut qu'on écrète la production d'énergie renouvelable et pas que les grands parcs, aussi le PV basse tension, parce que c'est une manière, c'est une solution de court terme pour pouvoir raccorder le plus possible et le plus massivement possible. Et une troisième chose, c'est qu'il faudra qu'on finisse par repenser les S3R ENR, les schémas de raccordement, parce qu'aujourd'hui, ils sont lents à être adaptés. Il y a beaucoup de concertation, alors c'est très bien cette concertation, mais structurellement, ça va mettre les réseaux en retard. Il ne faut pas que les réseaux soient sur le chemin critique. Donc là aussi, il y a un chantier qui dépasse la question de la simplification. Moi, à mon avis, c'est qu'il faudra qu'on inverse la logique, qu'on arrive à anticiper des investissements des postes électriques du réseau et que les énergies renouvelables viennent se mettre en grappe autour. Une dernière chose, si vous le permettez, vous avez donc évoqué le passage de l'hiver, et moi j'ai commencé à parler 2050. Alors c'est vrai qu'en ce moment, il y a des messages un peu contradictoires en disant « Oui, mais vous nous dites qu'il faut s'électrifier alors qu'on manque d'électricité ». Il ne faut pas confondre les enjeux. Les enjeux de la décarbonation des fossiles, c'est des enjeux structurels de long terme. Il faut qu'on s'en débarrasse le plus vite possible. Il s'avère qu'au même moment, la France a des difficultés en matière d'approvisionnement d'électricité. C'est difficile à gérer, mais c'est un problème transitoire et c'est un problème technique. Donc il ne faut pas qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Oui, on a des difficultés sur le parc nucléaire, mais c'est soluble
et ce sera résolu dans quelques années. Et du coup, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'électrifier. Au contraire, les questions de climat d'une part et de souveraineté, ça nous pousse à aller encore plus vite. Et notre premier levier, c'est les énergies renouvelables. Très bien, merci. Alors, on va parler maintenant de gaz avec Laurence Poirier-Dietz. Donc, la France, importe du gaz. Alors, dans le contexte actuel, évidemment, tout cela est très compliqué. On en entend parler tous les jours. Dans ce domaine, la souveraineté, elle passe essentiellement par le développement du biométhane, qui est aujourd'hui marginal, mais qui se développe à un bon rythme, qui est même en avance sur ses objectifs. Donc, que peut-il apporter en termes de souveraineté et quelles ambitions pour le biométhane dans les prochaines années ? Bonjour à tous. Effectivement, les gaz renouvelables font partie des ENR et le biométhane était aujourd'hui une réalité avec plus de 465 sites en injection aujourd'hui, ce qui représente une capacité de 8 TWh annuels, ce qui n'est pas négligeable complètement. On a aujourd'hui une filière qui se structure et déjà des départements français, je peux en citer plusieurs, mais je vais en citer un, la Vendée, déjà à plus de 10% de sa consommation de gaz qui est faite avec des gaz renouvelables et du biométhane. Alors, c'est une réalité et c'est un potentiel qui nous permet d'envisager d'avoir assez de gaz renouvelables en 2050 pour faire face à notre consommation. Une consommation évidemment qui ne sera pas celle d'aujourd'hui, une consommation qui aura, on l'espère en tout cas, bénéficié de toutes les mesures de sobriété et d'efficacité énergétique, mais un potentiel qui est bien là et qui d'ailleurs est démontré par un certain nombre d'études sur lesquelles je ne vais pas revenir. Mais d'ici 2050, il y a 2030. Et en 2030, on a la capacité à avoir 20% de gaz renouvelable en France, ce qui correspond à ce qu'on a beaucoup évoqué depuis ce matin, même un peu plus que ce qui venait de Russie jusqu'alors dans les approvisionnements de gaz. Alors c'est important parce que ça répond à des atouts, c'est un atout important pour la France d'avoir des gaz renouvelables et ce potentiel, parce que ça répond au sujet de souveraineté, vous l'avez dit, de soutenabilité aussi pour les ménages, pour les collectivités locales et pour les entreprises. Et puis ça répond aussi à la résilience du système, à l'ensemble du système énergétique français et à la complémentarité des énergies. Voilà, le gaz il est stockable, le biométhane aussi. Voilà, c'est le même gaz, CH4, donc on a une capacité à répondre aux pointes en hiver et à donner de la sécurité à notre système énergétique. Donc c'est un vrai atout, d'ailleurs, que l'on nous regarde et on nous envie en Europe, par un certain nombre d'ailleurs de visites récentes de pays, et d'ailleurs au-delà de l'Europe, puisque les Japonais sont aussi venus nous voir la semaine dernière pour regarder comment on a mis en œuvre cette filière et comment on envisage de la faire grandir. Alors, merci Baptiste Périssin-Faber. Donc, on va ouvrir encore à d'autres énergies, puisque compte tenu de la situation d'urgence dans laquelle nous nous trouvons, on a besoin plus que jamais de toutes les énergies renouvelables dans les prochaines années, le plus vite possible et dans les prochaines années à moyen long terme. Donc, dans ce contexte, quelles sont les énergies sur lesquelles on peut le plus vite accélérer, sur lesquelles on peut compter ? Alors, la priorité, c'est bien sûr, dans l'urgence, de réduire notre consommation. Donc, le message de sobriété, il a été rappelé plusieurs fois depuis le début de la journée, mais c'est un message constant de l'ADEME, donc je me permets de le répéter. Et ensuite, on a aussi un slogan à l'ADEME, c'est qu'il faut voir loin dans l'urgence. Donc, il faut très vite qu'on associe aux petits gestes qui vont nous permettre de passer l'hiver, les grands travaux. Et les grands travaux, c'est évidemment la rénovation des bâtiments, et je crois qu'on n'a plus qu'à accélérer ce que Madame la Ministre a mis sur les rails. Décarboner la chaleur, ça a été rappelé ce matin comme une priorité par la Ministre de la Transition énergétique, et puis surtout accompagner les industriels pour éviter qu'ils rebasculent vers le fioul cet hiver. Et dans nos travaux de prospective qu'on a publiés l'année dernière, et je vous invite à aller regarder ces travaux qui sont en ligne, alors vous n'y trouvez pas de scoop sur l'énergie parce que nos messages sont complètement alignés avec ceux de RTE. Et comme vous les connaissez par cœur, les scénarios de RTE, il n'y aura pas de scoop sur l'énergie, mais en bonus, vous trouverez des feuilletons sectoriels qui sont très instructifs. Et dans tous nos scénarios, donc, on voit que l'approvisionnement énergétique à 2050 repose à plus de 70% sur des énergies renouvelables. Donc, vu notre point de départ aujourd'hui, on voit qu'il faut accélérer massivement. Et pour ça, j'aurais deux messages
un message d'abord sur la mobilisation de la biomasse. Donc ça a été déjà évoqué, Pascal Canfin a parlé de la controverse un peu sur le bois énergie au niveau européen. Mais donc nous, dans tous nos scénarios, on se rend compte que la biomasse, c'est ce qui fait boucler le système, c'est ce qui fait boucler la neutralité carbone, c'est un puits de carbone, la biomasse, c'est la source d'alimentation durable, c'est des biocarburants, du biogaz et du bois énergie et puis des biomatériaux. Et donc, il va y avoir une compétition sur la mobilisation de cette biomasse et sur l'usage de cette biomasse. Et dans notre scénario, en fait, on constate une multiplication par 2 de la mobilisation de la biomasse pour des usages non alimentaires. Et donc ça veut dire, pour que ça boucle, qu'il faut aussi qu'on transforme assez profondément nos systèmes alimentaires, qu'on change notre assiette et très concrètement qu'on baisse notre consommation de viande pour pouvoir libérer de l'espace pour la biomasse. Et puis mon deuxième message, c'est sur la chaleur. 43% de la consommation d'énergie, c'est la chaleur. Et là aussi, il faut qu'on accélère. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a un outil public qui s'appelle le Fonds Chaleur, qui est salué chaque année pour son efficience par la Cour des comptes. 5 € publics par mégawattheure d'énergie renouvelable et de récupération, donc c'est très efficace. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on en a encore sous le pied. Je veux dire, c'est qu'on a énormément de potentiels qui ne sont pas aujourd'hui saturés. Je dirais juste un mot sur la géothermie, notamment. Géothermie profonde, mais géothermie de surface aussi, où très clairement aujourd'hui le goulot d'étranglement, c'est qu'on n'a pas assez de foreuses et pas assez de foreurs formés. Alors que c'est aujourd'hui, dans le contexte de prix actuel, les packs géothermiques, c'est rentable. Et la géothermie, c'est fabuleux, hein. On fait un trou à 200-300 mètres, ça marche à tous les coups, et en plus, ça a la vertu d'être invisible et de produire du froid l'été quand on en a besoin. Donc voilà, mes messages pour aujourd'hui. Tous les atouts. Alors vous avez évoqué la rentabilité, ça va être le sujet qu'on va aborder maintenant, parce que jusqu'à présent, jusqu'à il y a peu, quand on évoquait les énergies renouvelables, parmi les premières critiques qui fusaient, c'était le coût des énergies renouvelables, pas compétitives, coûtant cher, coûtant beaucoup d'argent aux finances publiques. Et là, évidemment, la donne a changé, puisque aujourd'hui, avec ce qui se passe sur les marchés de l'électricité, eh bien, aujourd'hui, les ENR, cela a été évoqué, rendent de l'argent au budget de l'État, sujet sur lequel la CRE a travaillé. Donc, Emmanuelle Wargon, on en est où aujourd'hui ? Merci. C'est vrai que je reprendrais bien le mot de métamorphose, parce que le système a complètement changé. La France, finalement, avait fait des choix il y a quelques années très structurants dans le financement des énergies et des énergies renouvelables, qui sont finalement des choix validés dans cette crise, y compris par l'Union européenne. Et donc pour les énergies renouvelables, les choix faits, c'est de financer les énergies par des systèmes de guichet ou des appels d'offres qui garantissent un prix qui permet de financer cet investissement au moment où cet investissement n'est pas compétitif par rapport aux énergies fossiles. Et pendant très longtemps, ce choix a été un investissement significatif du budget de l'État. Entre 2011 et 2021, c'est 43 milliards de subventions annuelles, de financement annuel, 43 milliards sur 10 ans, donc à peu près 4 milliards et demi par an, qui ont été financés. Et là, dans la crise actuelle, ça s'inverse. Et donc la CRE a délibéré il y a quelques mois, sur la base des chiffres d'avril 2022, des prix d'avril 2022, qui sont malheureusement plus bas que les prix actuels. Et déjà à ce moment-là, la CRE a considéré, a calculé que les énergies renouvelables rapporteront presque 19 milliards au budget 2023, à la fois en écart par rapport à la dépense qui était budgétée et en recettes nettes, parce que le système s'est inversé. Les prix des renouvelables sont finalement, tels qu'on les garantit, moins chers que les prix de marché. Donc ça, c'est un retournement complet, c'est une preuve de l'efficacité de notre modèle. Et d'une certaine manière, c'est même l'anticipation du système européen qui va être discuté au Conseil des ministres de l'énergie demain sur ce qu'on appelle la taxation des rentes inframarginales, c'est-à-dire de dire que c'est pas forcément normal qu'un producteur d'énergie qui produit à prix fixe et qui produit à 50, 60, 70, 80 euros du mégawattheure vende à 450 en prix marginal sur le marché. Et en France, c'est pas ce qui se produit, puisque comme les prix sont fixes et qui ont été fixés par contrat, du coup, ce contrat protège les producteurs quand les prix de marché sont très bas, et ce contrat protège le contribuable quand les prix de marché sont très élevés. On a donc finalement anticipé le système européen, et c'est un vrai atout.
Alors j'en profite pour dire que on a une question d'échappement du système aujourd'hui sur laquelle on travaille, qui sont les producteurs qui sortent par anticipation des très vieux contrats. Et que là, on a une question d'équité, et que cette question d'équité, il faudra qu'on la traite avec l'outil que le règlement européen va nous donner, parce que sinon, c'est d'une certaine manière très bénéfique, c'est-à-dire quand les prix de marché sont très bas, vous êtes protégés, et puis quand les prix de marché sont hauts, finalement, vous préférez le marché. Mais je pense qu'il vaut mieux rester dans de la contractualisation à long terme, et c'est aussi pour ça que la CRE soutient très fortement le développement des PPA, parce que ça permet de donner de la visibilité. Il faut que le marché s'équilibre dans tous les cas. Enfin, le deal fait entre les producteurs et la puissance publique s'équilibre, et donc c'est un point sur lequel on sera vigilant. Alors, donc les prix des ENR sont devenus compétitifs, mais Nicolas Goldberg, un point un peu 2 minutes de point technique avec vous, puisque ça ne se reflète pas effectivement dans les ENR rendent de l'argent à l'État, mais ça ne se reflète pas dans le prix de l'énergie, en tout cas le prix de l'énergie payé par le consommateur en France. Donc un petit point technique peut-être sur justement ce qu'apportent les ENR et comment fonctionne le marché de l'électricité, dont on sait qu'il va évoluer effectivement prochainement, pour éclaircir un peu ces points-là. Merci. Et je vais rectifier, c'est-à-dire que le consommateur le voit sur sa facture parce que on a le chèque énergie. C'est ce que vous allez nous expliquer. Voilà, c'est qu'aujourd'hui vous payez une facture, bon il y a des prix de marché qui montent et une part marché dans votre facture qui occupe une place de plus en plus grande du fait qu'il n'y ait pas assez de nucléaire régulé pour tout le monde, qui a été quand même compensé par une baisse de taxes, mais il y a quand même le chèque énergie. Et d'ailleurs nous chez Terra Nova on avait aussi plaidé pour dire il faut laisser courir le signal prix pour ceux qui peuvent se le permettre, et que plutôt que de faire un bouclier tarifaire uniforme, il faut créer des chèques énergie pour permettre à certains de payer leurs factures et des aides ciblées pour les industriels pour qui l'énergie est une grande part de leur coût de production, contrairement à tout le secteur tertiaire. Donc quelque part, le consommateur le voit sur sa facture. Ce qu'on peut dire pour compléter, c'est que les prix de marché, c'est une petite part de votre facture, puisqu'il y a déjà beaucoup de régulations, notamment en France, sur les prix payés par le consommateur. Il y en a une première, qui est l'Arenh. C'est-à-dire que, alors qu'il y a plein de défauts, je ne vais pas défendre l'Arenh aujourd'hui, et de toute façon ça s'arrête fin 2025, mais il faut bien comprendre que ça déjà, ça protège en partie le consommateur. On connaît souvent l'Arenh comme le nucléaire qui est vendu à prix régulé aux concurrents d'EDF. Il faut bien voir que EDF, dans ses offres, réplique l'Arenh, c'est-à-dire que les tarifs régulés, il y a du nucléaire régulé dedans, les offres de marché d'EDF, il y a du nucléaire régulé dedans, et c'est ce qui fait que EDF ne vend pas 100 ou 120 TWh de nucléaire régulé, mais plutôt 280. Donc ça c'est une première chose. Donc. Et ensuite, sur les renouvelables, comme ça vend à prix capé, à prix fixe, il y a un Contracts for Difference sur le marché. Alors il y a quelques exceptions pour ceux qui veulent en sortir, mais selon moi ils font un mauvais calcul, ou alors un calcul risqué. Ça, le consommateur en profite via la rente que les énergies renouvelables redonnent à l'État, qui ensuite peut financer un chèque énergie ciblé. Et ensuite, ça agit aussi sur les prix de marché. Parce que comment sont fixés les prix de marché ? Vous avez les prix du jour pour le lendemain, ce qu'on appelle les prix day ahead, où là, c'est la dernière centrale appelée qui fixe le prix pour tout le monde. Alors, c'est pas un fonctionnement qui a été inventé avec le marché, hein, ça c'est une théorie du système électrique, c'est que il faut que l'offre soit égale à tout moment à la demande, sinon le réseau s'écroule, et donc il faut que la dernière centrale rentre dans ses frais. Et pour ça, le système le plus optimal, c'est que tout le monde donne son coût de fonctionnement, et que c'est le dernier moyen appelé qui fixe le prix pour tout le monde. Et comme ça incite à investir dans des moyens qui produisent plutôt à prix fixe et bas. Mais il n'y a que le marché du jour pour le lendemain qui est fixé là-dessus, et donc on dit souvent oui, c'est le gaz qui fixe le prix. C'est en grande partie vrai pour les prix du jour pour le lendemain, c'est moins vrai pour les autres prix qui sont en fait des anticipations de ce prix-là. Quand vous achetez un bandeau d'électricité sur 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas la dernière centrale électrique appelée qui fixe le prix, parce que ça vous le saurez que la veille pour le lendemain. Toutefois, ces prix-là sont souvent des anticipations des prix du jour pour le lendemain. Et si on lit bien les publications de la CRE, dans le portefeuille des responsables d'équilibre, les produits du jour pour le lendemain, c'est un quart des produits achetés. Les 75% autres, c'est d'autres produits. Donc c'est comme ça que sont formés les prix, c'est comme ça que les énergies renouvelables peuvent tirer à la baisse ces prix, hein, parce que plus vous avez de renouvelables,
plus vous avez de volatilité parce qu'il y a plus de variabilité. Par contre, moins vous avez de chances d'appeler la centrale la plus chère. Et à ce titre-là, si on regarde les prix de gros allemands, contrairement à des idées reçues, les prix de gros allemands sont généralement en dessous des prix de gros français, même quand on n'est pas en cas de crise. Par contre, ils sont plus volatiles. Ça c'est vrai. Donc, c'est comme ça que les énergies renouvelables peuvent tirer à la baisse les prix de marché et protéger les consommateurs via des contrats long terme, parce que c'est du prix fixe. C'est l'avantage des moyens bas carbone. C'est le cas aussi pour le nucléaire. Et d'ailleurs, pour le nucléaire, il faudra peut-être envisager aussi des contrats long terme, des contracts for difference pour prendre la suite de l'ARENH, comme on le fait sur les renouvelables. Et là-dessus, pour compléter ce que vous disiez, le modèle qui est poussé par la Commission aujourd'hui de caper les prix de vente pour éviter les windfall profits qu'on retaxe derrière ou qu'on redistribue derrière, effectivement, caper les prix de vente des unités de production à prix fixe, ça me paraît intéressant. Le modèle qui me paraît, moi, pas intéressant, c'est le modèle espagnol, où en gros, on a dit aux moyens de gaz, vous vendez à prix fixe. Par contre, l'État vous subventionne ça, qui refacture ensuite dans la facture d'électricité. Et puis, qu'est-ce que ça donne au niveau des exports? Ça donne que le consommateur français est très content d'importer son électricité d'Espagne, qui est financée par le consommateur espagnol, mais pas par le consommateur français. Donc voilà, ça, selon moi, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ensuite, caper les rentes inframarginales pour les redistribuer, soit sous forme de chèque énergie, ce qui me semble le plus intéressant parce que c'est plus ciblé, soit en agissant sur le prix qu'elles peuvent proposer sur les marchés. Voilà, c'est comme ça qu'on protégera plus efficacement le consommateur sans avoir des effets de bord dans tous les sens. Merci. Alors, vous avez évoqué effectivement des propositions que vous avez évoquées lors de votre audition devant la Commission des affaires économiques il y a quelques jours. Alors, Guillaume Casparian, donc vous présidez cette Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. Vous avez mené une série d'auditions pour essayer de mieux comprendre les facteurs, les tenants et les aboutissants de cette crise énergétique. Alors, aujourd'hui, avant qu'on parle un peu du projet de loi d'accélération sur les énergies renouvelables, quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous en retirez à ce stade? Avec quelle place pour les ENR, bien sûr, question qui intéresse le plus dans cette salle. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, notre commission a mené tout un cycle d'auditions au cours du mois de septembre, parce que nous étions interpellés dans nos circonscriptions par des citoyens qui se posent plein de questions. Pourquoi est-ce qu'on a autant de réacteurs à l'arrêt? Pourquoi est-ce qu'on est aussi long à créer des énergies renouvelables? Pourquoi est-ce que les prix s'envolent sur le marché? Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour les entreprises, etc., etc. Et donc notre rôle de parlementaire, c'est d'interroger des experts, des acteurs économiques, des acteurs énergétiques, des acteurs politiques, pour venir rendre compte, pour être parfois un peu challengé aussi par nos oppositions, et c'est le rôle de contrôle d'une Assemblée nationale et d'une commission. Et donc nous avons mené ce cycle d'audition, et certains d'entre vous d'ailleurs ont été les bienvenus dans notre commission. Ce qu'on retire de tout ça, ce que je retire à titre personnel de tout ça, c'est que nous avons besoin de produire beaucoup plus d'électricité à l'avenir. Et moi, je suis fatigué de cette opposition permanente entre ENR et nucléaire. C'est un peu un vieux combat, ça a été dit tout à l'heure, mais les scénarios 100% nucléaire ou 100% renouvelable, pour moi, ils ne tiennent pas. On a déjà eu un certain nombre d'études qui, en tout cas, montraient les limites de ces scénarios. Et donc, cette vieille opposition politique, pour moi, elle ne tient pas. L'enjeu pour nous tous, c'est de produire plus d'électricité parce qu'il y a un enjeu climatique, sortir le plus vite possible des énergies fossiles, parce qu'il y a un enjeu de souveraineté, être capable nous-mêmes de produire cette électricité et ne pas dépendre d'autres puissances, et parce qu'il y a un enjeu économique majeur. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, si on a une demande électrique qui continue à monter dans les années à venir, mais qu'on n'est pas capable d'y répondre et qu'on a une offre qui est sous-productive et qu'on ne produit pas assez, les prix mécaniquement, quelles que soient les règles de calcul de prix qu'on peut imaginer, seront élevés. Et donc on ne peut pas s'attendre dans les années qui viennent et dans les décennies qui viennent à être attractif, à réindustrialiser, à attirer des investisseurs si en Europe on n'est pas capable d'offrir aux consommateurs et aux entreprises de l'électricité en quantité suffisante à toute heure du jour, de la nuit et de l'hiver à des prix qui sont raisonnables. Et donc on a un enjeu d'aller plus vite. Or dans notre pays, on est long, on est lent et ça prend du temps parce qu'il y a des procédures, parce qu'il y a des recours, parce qu'il y a des délais, parce que c'est compliqué. Et quand on se compare à nos voisins, on se rend compte qu'on va beaucoup plus lentement qu'eux. On était la semaine dernière avec d'ailleurs certains d'entre vous à l'inauguration du premier champ éolien offshore à Saint-Nazaire avec le président de la République. Bon, c'est le premier
Donc félicitations et bravo, c'est super, c'est une bonne nouvelle pour notre pays. Le président d'ailleurs était très enthousiaste sur ce nouveau champ. Mais il faut aussi avoir l'objectivité, et on l'a tous eu, de se dire que ça n'est que le premier, et que pendant que nous, on est en train d'inaugurer le premier, d'autres pays sont en train d'avancer de façon très très forte. Et les pays du Nord, qui sont souvent cités en exemple, vont beaucoup plus vite. Et pourtant, ce ne sont pas des pays dictatoriaux ou autoritaires. Donc, jusqu'à preuve du contraire. Donc on a besoin de simplifier, d'accélérer la production, à la fois sur les énergies renouvelables, c'est l'enjeu du projet de loi qui a été présenté sur l'accélération des énergies renouvelables, et en même temps aussi sur du nucléaire. Et il y a un deuxième projet de loi qui est en préparation sur comment est-ce qu'on accélère, là aussi, l'implantation de nouveaux EPR. Et donc, moi je crois à ces deux projets de loi, je crois à cette accélération-là, et je pense qu'il faut aussi mettre nos oppositions, parce que tout à l'heure, le président de la commission, Pascal Canfin, nous disait qu'il y aura une difficulté à trouver une majorité. Bien sûr, en majorité relative, c'est jamais simple de trouver une majorité. Donc il faut négocier, il faut discuter, il faut convaincre. Mais je crois que les parlementaires ont bien intégré avec ce cycle d'audition et avec nos discussions qu'on a besoin de produire plus d'électricité. On ne peut pas, à longueur de journée sur les plateaux télé, dire « j'adore les énergies renouvelables », et en même temps, quand à l'Assemblée, on vous propose d'accélérer les choses, de dire « ah ben non, finalement, j'en veux pas ». Il y a un moment où il faut que chacun assume son idéologie et ses propres contradictions. De la même manière, on ne peut pas dire sur le terrain, dans un champ, auprès d'un agriculteur, on comprend, c'est compliqué de faire de l'agrivoltaïsme, de développer des énergies renouvelables en tant qu'agriculteur, puis c'est trop compliqué, et puis à l'Assemblée, dire, moi je ne veux pas accélérer sur l'agrivoltaïsme et je ne veux pas accélérer sur les projets des agriculteurs. Et donc je crois que ce projet de loi, il va être aussi l'occasion de tirer la logique de chacun et de dire à un moment, les amis, sur le terrain, vous êtes les premiers à dire qu'il y a trop de normes, trop complexes, trop longs, etc. Vous avez l'opportunité d'accélérer. Qu'est-ce qu'on fait ? Et chacun prendra ses responsabilités. La majorité, elle sera au rendez-vous pour porter ce combat-là de l'accélération, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. J'espère qu'on aura des personnalités de l'opposition qui seront responsables et qui, eux aussi, auront envie d'accélérer les choses pour le climat, pour la souveraineté, pour les prix. Et je compte sur vous. Et si je peux me permettre de passer un message pour conclure mon propos, c'est qu'on a besoin de tous les acteurs de l'énergie pour rappeler aux députés, sur les territoires où vous êtes implantés, dans vos relations, dans vos connaissances, pour leur dire, il est temps d'accélérer. On ne peut pas être aussi lent. Et si on veut regagner en souveraineté climatique, énergétique et en termes de prix, on a besoin d'accélérer, on a besoin de convaincre largement. Et je pense qu'on peut trouver une majorité. Je pense qu'on peut y arriver. Je suis optimiste de nature, comme l'est Bruno Bonnell tout à l'heure, qui était très inspirant dans son speech. Et je crois que la crise énergétique qu'on vit actuellement, elle peut être effectivement l'occasion d'une métamorphose et d'une accélération formidable. Et je suis convaincu qu'on peut convaincre largement nos concitoyens et leurs représentants pour former des majorités sur le sujet. En tout cas, je compte sur vous pour nous aider. Merci. Et vous êtes prêt à accepter quelques amendements pour effectivement avoir le soutien de certains qui pourraient être réticents à l'heure actuelle ? Et aucun problème. Si on est tous d'accord sur la philosophie et l'objectif, si certains me disent, il y a certains projets d'agriculteurs qui ont besoin d'aller un peu plus loin et on veut faciliter les choses. Il y a des questions sur le raccordement, il y a des questions sur le foncier. Si on peut permettre d'améliorer le texte, de l'étendre, on sera très heureux de le faire du moment où, bien sûr, ces amendements-là sont recevables, parce qu'on ne va pas parler de tout et n'importe quoi, donc on le fera bien évidemment. Et moi, j'entends aussi la volonté, par exemple, des sénateurs ou de certains élus de se dire, oui, il faut accélérer, mais il ne faut pas faire n'importe comment. Il faut le faire en lien avec les élus locaux, il faut le faire en étant à l'écoute des territoires, et il faut le faire en ayant un schéma de développement à l'échelle d'un territoire. Moi, en Eure-et-Loire, par exemple, vous savez, j'ai 255 éoliennes dans mon département. Donc on prend notre part dans les énergies renouvelables. Et en même temps, moi, je comprends tout à fait qu'on ne peut pas en mettre partout et qu'on ne va pas planter des éoliennes tout autour de la cathédrale de Chartres. Bon. Et donc, si vous voulez, il y a un moment où on est tous d'accord pour se dire, on se pose, on fait un schéma départemental. Il y a des zones où on peut continuer à développer les énergies renouvelables, et il y en a d'autres où, à l'inverse, on est tous d'accord pour dire que c'est une très mauvaise idée de continuer à le faire. Ce schéma départemental, il a été construit avec la préfecture, les assos, les élus, etc. Et il commence à porter ses fruits, c'est-à-dire qu'il y a un accord pour se dire, oui, il y a des zones où on peut y aller, d'autres où on n'y va pas. Je pense qu'on peut tout à fait concilier les deux, aller très vite, et en même temps donner les moyens à tous les acteurs de se concerter, de ne pas faire n'importe quoi et de développer des schémas qui permettent une acceptabilité plus forte. Si des députés, pour répondre à votre question, ou des sénateurs, ont des amendements qui permettent d'allier les deux, c'est-à-dire d'aller plus vite, tout en mettant des conditions et des garanties qui permettent à chacun de se sentir à l'aise dans cette accélération, moi je suis tout à fait prêt, et la majorité l'est tout à fait pour qu'on avance. On discutera, et on a montré ces derniers mois qu'on était capable de faire des compromis, de faire des coalitions et de réussir à faire voter des textes, parfois difficiles, ensemble. Donc je reste optimiste sur notre capacité à le faire. En tout cas, vous pouvez être certain que ma porte reste moi aussi ouverte. Donc si vous voulez qu'on discute dans le bureau, moi aussi, on peut le faire sans problème. Et je suis tout à fait ouvert avec mes collègues à des amendements, et on travaillera comme ça, comme on a toujours voulu le faire. Voilà.
C'est formidable, toutes les portes sont ouvertes pour les discussions. Alors, on va maintenant donner la parole aux énergéticiens. Alors, Nicolas Couder, EDF, effectivement, il y a eu l'autre jour l'inauguration du premier parc éolien en mer français, 10 ans quand même après le résultat de l'appel d'offres. Donc, effectivement, on est plutôt champion de la lenteur dans ce domaine en France. Alors, dans le projet de loi d'accélération des ENR, puisque tout le monde dit il faut accélérer, des mesures ont été présentées. Qu'est-ce que vous en pensez de ce projet de loi? Est-ce qu'il vous donne les moyens d'accélérer et qu'est-ce qui manque aussi? Merci Patricia pour la question. Bonjour à tous. Alors, monsieur le député, pour vous rassurer, on vous invitera aussi pour le second, et ça ne sera pas dans 10 ans. Alors, sur le projet de loi d'accélération, bon, déjà commencer par dire notre satisfaction de voir ce texte de loi élaboré, en cours de consultation, et qui, on l'espère, sera voté dans quelques mois. Ça fait, pour certaines mesures, très longtemps que le secteur les attend, et je crois que c'est la première fois qu'on a un texte de loi intégralement et exclusivement consacré aux énergies renouvelables. C'est une reconnaissance quand même de la place nouvelle que prennent ces énergies dans nos mix et aussi dans le débat politique. J'y vois une bonne nouvelle, et j'y vois aussi un facteur de pacification, j'espère, d'un certain nombre de débats autour de nos mix électriques et énergétiques. Madame la ministre en parlait dans son propos introductif. C'est aussi la preuve que les énergies renouvelables contribuent évidemment à la lutte contre le changement climatique. Elles sont devenues compétitives, et très largement. Et évidemment, aujourd'hui, elles contribuent à la sécurité de l'approvisionnement du pays et plus largement de l'Europe. Dans ce projet de texte, je retiendrai 2 mesures phares très importantes et très positives. La première, c'est de voir enfin reconnaître aux énergies renouvelables une présomption de raison d'intérêt public majeur, qui permet non pas de s'affranchir de toutes les contraintes de biodiversité, comme peuvent le dire certains détracteurs, bien au contraire, les garde-fous de protection de la biodiversité demeurent, mais néanmoins, les ENR se voient reconnaître une présomption d'intérêt public majeur. Quand on essaye de lutter contre le changement climatique et qu'on connaît l'urgence d'accélérer, ça paraît bien le moins, et c'est une mesure à la fois emblématique et qui aura des effets extrêmement concrets pour accélérer les projets d'énergie renouvelable. Le deuxième axe sur lequel les progrès sont nets, sont majeurs, concerne probablement le solaire, à la fois en autoconsommation et en toiture, avec l'ouverture de nouveaux fonciers, avec un volet sur l'agrivoltaïsme qui va être complété prochainement dans le cours du débat parlementaire. Et évidemment, le fait de pouvoir concilier des enjeux d'agriculture, de nourriture, qui est aussi un enjeu de souveraineté nationale, le thème de la table ronde, avec la production d'énergie décarbonée, est vraiment un des axes les plus prometteurs pour accélérer de manière massive dans le développement du solaire en France. 3 sujets peut-être sur lesquels on pourrait échanger avec les élus, les parlementaires, pour voir s'il est possible d'aller un cran plus loin. Le premier, c'est un regret, c'est que ni l'hydraulique ni l'éolien terrestre ne soient mentionnés dans le projet de texte. Ce sont 2 belles énergies, 2 énergies renouvelables, 2 énergies qui concourent à la sécurité d'approvisionnement. Pour l'hydraulique, en plus, elle est très largement pilotable et contribue aussi à assurer la sécurité du réseau auquel nos gestionnaires tiennent tant et à raison. Nulle mention de ces 2 énergies dans le projet de texte. Probablement, là aussi, des mesures de simplification et d'accélération pourraient être bienvenues. Et en tout cas, le secteur les appelle et les espère. Le troisième point, le troisième axe, serait probablement, si on veut ne pas attendre 10 ans avant les prochains parcs éoliens maritimes, de procéder à une planification sur l'ensemble des façades de manière coordonnée de l'implantation des futurs parcs éoliens, pour ne pas attendre la révision façade par façade des documents stratégiques, ce qui serait un facteur évidemment de réduction de la cohérence d'ensemble de l'implantation de nos parcs et une perte de temps, alors que le temps, on n'en a pas tant que ça. Un dernier point pour élargir, si je peux, votre question. Le projet de loi, il est donc bienvenu, il est utile, il comporte des avancées qui sont significatives pour le secteur, mais ça ne suffira pas. Le plus beau projet de loi voté, s'il n'est pas traduit en actes et en moyens dans les services déconcentrés de l'État pour instruire les dossiers,
pour accélérer l'octroi des autorisations, pour fluidifier les processus d'échange entre les développeurs et les services de l'État, eh bien, ne mènera à rien. Aujourd'hui, dans l'état législatif et réglementaire précédent, on a plusieurs dizaines de gigawatts de projets qui sont en attente d'autorisation ou à une phase diverse du processus qui mène jusqu'à la décision d'investissement. Si on n'est pas capable, dans le même temps qu'on fait ce projet de loi de simplification, de lever ce verrou, eh bien, ce projet de loi qui est très beau ne produira pas tous les effets escomptés, et auquel cas nous risquerions de rater nos objectifs PPE 2028 après avoir raté ceux de 2020. Alors, Vincent Stoccard chez Total Energy, quelle analyse de ce projet de loi? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Nicolas Couder? Quel point complémentaire? Oui, bonjour à tout le monde. Je suis bien sûr d'accord avec ce que vient de dire Nicolas. J'en profite pour le féliciter d'ailleurs pour cette belle inauguration la semaine dernière. Du côté de Total Energy, on a, comme vous le savez, un plan d'investissement ambitieux dans les renouvelables au niveau mondial. On va investir, encore précisé hier aux investisseurs, 1/3 de nos investissements dans les énergies renouvelables et au sens large, c'est-à-dire y compris les nouvelles molécules, le biogaz, l'hydrogène. Donc ça représente quand même de l'ordre de 4 milliards de dollars par an. Donc si on projette sur 10 ans, ça fait 40 milliards. Et il y a forcément une part de ces investissements qu'on veut investir en France. Donc à ce titre-là, le projet de loi, nous l'accueillons évidemment très favorablement, et en particulier parce qu'un acteur industriel, pour investir, il a besoin d'avoir de la visibilité à long terme, il a besoin d'avoir de la stabilité dans le cadre réglementaire. Donc je pense que ce projet de loi, il apporte pas mal d'éléments favorables par rapport à tout ça. Je pense sur le sujet des terrains, et je rebondirai sur ce qu'a Nicolas par rapport à l'éolien, on pourrait même envisager d'aller plus loin. Si on prend l'exemple de l'Allemagne, en Allemagne, l'Allemagne qui a dévoilé son plan au mois d'avril dernier. Mais par exemple, il y a une considération de 2% des terrains au niveau du territoire allemand qui pourraient être consacrés à l'éolien terrestre. Donc ça veut dire là aussi une planification, une concertation et un pilotage de ces projets qui sont évidemment plus difficiles à accepter par les populations. Donc c'est le genre de choses sur lesquelles on pourrait continuer à travailler, y compris au niveau français. Alors pourquoi c'est important? Parce que comme vous le savez, les énergies renouvelables, on parle beaucoup d'intermittence, je suis d'accord avec ce qui a été dit, il y a quand même du baseload, même il crée de la variabilité dans les prix, mais on va le renforcer par le foisonnement, c'est-à-dire c'est important de ne pas faire que du solaire. L'éolien, il a toute sa place, qu'il soit terrestre ou en mer. Et puis, je mentionnerai également le stockage. Je pense que dans le cadre réglementaire, on pourrait aussi aller plus loin, c'est-à-dire rentrer plus dans les détails du cadre réglementaire stockage, de manière à favoriser le développement de ces projets qui vont aider justement à gérer la variabilité de ces énergies renouvelables. Sur les procédures de permis, on l'a tous dit, aujourd'hui c'est long, donc nous accueillons très favorablement tout ce qui peut contribuer à... Et alors, j'insiste, et là aussi je pense que nous sommes tous d'accord, sans évidemment lénifier l'importance de tous les sujets de biodiversité et d'environnement. C'est-à-dire c'est pas un souhait de dégrader la qualité de ces enjeux, mais c'est de simplifier les processus et de pouvoir accélérer ces délais administratifs. Et alors, ce qui pourrait faire qu'une compagnie comme la mienne investisse encore davantage dans les énergies renouvelables en France, c'est un concept que j'ai beaucoup entendu là depuis le début de la journée, c'est celui de rente. En fait, j'ai même entendu parler de rente d'hydrocarbures. En fait, je ne comprends pas bien ce que c'est. Parce que la vérité, c'est que dans les hydrocarbures, on est exposé aux marchés internationaux, qui sont des marchés cycliques. Moi, je me rappelle en mars 2020, à l'époque, je travaillais personnellement à Houston, aux États-Unis. L'arrivée du Covid, ça a été dramatique sur les marchés des hydrocarbures. Et à ce moment-là, nous n'avons pas demandé de soutien à aucun des États dans lesquels nous avons des activités. Et puis, il y a d'autres années comme celle-ci où, au contraire, les prix sont très élevés. Et puis là, on nous parle des super profits. En fait, tout ça, ça tourne autour du fait de prendre un risque. Et en tant qu'industriel, nous, on est là pour prendre notre risque, on est là pour investir. Et je suis parfaitement d'accord avec ce qui a été dit sur les contrats pour différence et sur ces sujets de rente. Nous, notre souhait, c'est pas de sortir de nos contrats quand les prix sont élevés.
Et je pense que ce modèle de rente, il n'est pas favorable à ce que des industriels qui ont l'habitude d'investir dans des pays où il y a moins de soutien politique, de prendre le risque et d'investir, ils investiront également dans les pays européens, moyennant que ce sujet soit pris à cœur. Alors, je vais peut-être demander une réaction à Guillaume Casparian, que je voyais réagir à la fois sur les propositions de Nicolas Couder, peut-être de futurs amendements, hydrauliques, éolien terrestre, planification globale pour l'éolien en mer, et puis sur ce que vient de dire Vincent Stoccard, sur les super profits, peut-être une petite réaction. Alors, sur le premier sujet, moi je suis preneur de tous les amendements, mais encore une fois, on a une procédure aussi qui fait qu'on ne peut pas accepter tout et n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit considéré ensuite comme un cavalier, et qu'ensuite on ait des débats sur des sujets qui tomberont ensuite quand il y aura peut-être une saisine du Conseil constitutionnel. Donc on essaie de légiférer bien, parce que notre objectif c'est de légiférer correctement. Si on peut avoir une extension sur certains thèmes, pourquoi pas, mais on restera dans le cadre des thèmes qui sont définis par le projet de loi. Plus vous mettez de choses dans un projet de loi, plus c'est compliqué de le faire passer, d'autant plus quand on est en majorité relative. Vous voulez dire que l'éolien terrestre, ça serait difficile? J'alerte sur le fait que plus vous avez un gros projet de loi, on a eu au cours du quinquennat précédent des projets de loi qui étaient très importants, j'en ai porté même moi-même, le projet de loi ASAP qui était un projet de loi de simplification qui a terminé à plus de 140 articles. Ça en majorité relative c'est compliqué, et même en portant d'ailleurs un projet de loi comme ça, à la fin si vous avez le Conseil constitutionnel qui tape des cavaliers, ça réduit un certain nombre d'articles. Donc on a besoin d'être précis, de ne pas ouvrir tous les sujets. Et plus on est précis, plus on est clair dans les projets de loi, plus on a de chances de dégager une majorité. À l'inverse, plus on a des textes lourds qui mélangent tous les sujets, qui donnent des arguments à plein de personnes de voter contre ce texte, plus on met en risque le texte. L'objectif est quand même à la fin que le texte soit voté. Donc plus vous rajoutez de choses dans la corbeille, plus vous avez de risques qu'à la fin quelqu'un se saisisse d'un prétexte en disant « je ne le voterai pas ». Je rappelle, je parlais de ASAP tout à l'heure d'ailleurs, on avait fait des procédures de simplification. Une partie de la gauche avait voté contre ce projet de loi qui prévoyait des simplifications sur l'éolien offshore d'ailleurs, en nous expliquant que c'était une atteinte incommensurable aux droits de l'environnement, ce qui était totalement faux parce que nous avons réussi à garder une exigence environnementale, on veut bien évidemment protéger. Et c'est un objectif absolu, protéger la biodiversité. Donc on peut tout à fait accélérer les procédures et répondre plus rapidement, et dire oui ou non plus rapidement, sans pour autant baisser nos exigences environnementales. Mais certains se sont saisis du prétexte pour voter contre le texte. Donc attention aussi à trop d'amendements qui pourraient charger la barque et donner des arguments aux uns et aux autres de ne pas voter ce texte au final. J'alerte les uns et les autres. Donc esprit d'ouverture. Mais attention, parce que ça peut avoir des conséquences en majorité relative. Quand on débat sur la question de la taxation sur les super-profits, moi je me suis exprimé sur ce débat-là, parce qu'on a eu un projet de loi de finances rectificative où ce débat est arrivé dans l'hémicycle. Moi je considère, je l'ai dit très publiquement, donc je ne vais pas dire quelque chose de nouveau, que ce n'est pas un bon débat, que je suis hostile à un mécanisme de taxe sur les surprofits, parce que je considère qu'on a un taux de prélèvement obligatoire dans notre pays qui est déjà très important. On est le 2e champion d'Europe de l'OCDE après le Danemark. Je préfère que des acteurs distribuent directement auprès de leurs salariés ou auprès des consommateurs et des clients en baissant les prix, plutôt que d'avoir un mécanisme qui vient alimenter les caisses de l'État. Et donc, je trouve intéressant que les parlementaires mettent la pression sur ces acteurs qui parfois ont réalisé des bénéfices et des marges importantes, mais je préfère in fine qu'eux-mêmes décident de redistribuer à leurs salariés et à leurs clients, plutôt que d'avoir un mécanisme de taxation par l'État qui va alimenter les caisses de l'État, mais qui ne se verra pas dans la poche des habitants du territoire. En tout cas, pas tout de suite. Donc moi, c'est ma philosophie, ça a toujours été la mienne. Je ne vais pas changer de braquet et je suis constant sur ce sujet-là. Après, charge aux acteurs aussi de prendre des engagements qui permettent de montrer qu'ils sont à la manœuvre pour admettre qu'effectivement, parfois, ils ont réalisé des bénéfices, qu'il y a des mécanismes de rente, mais qui sont aux avant-postes pour redistribuer cet argent à la fois à leurs équipes et leurs salariés pour les encourager, et en même temps à leurs clients pour faire des efforts vis-à-vis d'eux. Et si derrière on a ces engagements-là, moi je suis tout à fait capable d'expliquer dans ma circonscription et plus largement à ceux qui m'interrogent que je préfère valoriser ce que vous avez fait plutôt que de vous mettre une taxe sur la tête qui va alimenter les caisses de l'État mais qui ne se verra pas au final. Voilà un peu ma philosophie sur le sujet. Je comprends qu'on n'est pas tous d'accord sur ce sujet-là. On va avoir l'occasion d'en débattre dans quelques jours à l'Assemblée nationale. Mais moi sur cette philosophie-là, j'ai toujours été clair sur ce sujet. Voilà.
Merci. Alors, il y a un petit paradoxe, Emmanuel Vargon, parce qu'on a eu, au moment où il faut accélérer, où il y a urgence, le résultat des derniers appels d'offres éoliens et solaires, on a vu qu'ils n'avaient pas fait le plein, qu'ils avaient été décevants. Alors, on peut dire que c'est le résultat du passé, évidemment, et que les choses sont en train de changer. Mais quand même, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il faut en conclure au niveau du mécanisme des appels d'offres ENR ? Est-ce qu'il faut changer les curseurs ? Qu'est-ce qu'il faut revoir ? Quelle est votre vision sur ce point ? Je crois que le sujet est plus large en fait, et que le taux de souscription bas des appels d'offres, c'est en fait un symptôme du sujet qu'on essaye tous de régler à travers ce travail sur l'accélération des ENR. Alors c'est vrai que les appels d'offres ont été peu souscrits, j'ai regardé les chiffres, les derniers entre mai et juillet, c'est 28% seulement pour le photovoltaïque sur bâtiment, 48% pour le photovoltaïque au sol et 29% sur l'éolien terrestre. Alors on peut évidemment commencer par revoir les conditions des appels d'offres. Déjà pour les appels d'offres en cours, on a pris une décision importante qui est de permettre de vendre sur le marché quelque temps avant de rentrer dans l'appel d'offres, ce qui va permettre à ces projets de se faire. Et moi j'ai vraiment un appel, on a identifié 6 gigawattheures de projets qui sont lauréats des derniers appels d'offres et qui n'ont pas été mis en service, notamment parce que l'équilibre économique a été bouleversé entre des appels d'offres anciens et aujourd'hui. Ces projets vont bénéficier de ces nouvelles dispositions qui sont rétroactives. Il faut qu'on les trouve et qu'on les trace. Donc la porte de chacun d'entre nous est ouverte ici, c'est également vrai à la Creux. Et je suis très demandeuse d'avoir des échanges avec les porteurs de projets pour les identifier, les flécher au stade du raccordement, vérifier comprendre ce qui manque. Est-ce que c'est juste un problème de modèle économique qu'on a réglé ou est-ce qu'il manque autre chose ? Au-delà de ça, on est prêt maintenant à travailler sur l'indexation, par exemple, sur l'inflation, sur cette possibilité de vendre sur le marché en avance avant de rentrer dans le contrat pour trouver un équilibre économique satisfaisant. Mais derrière, c'est tous les sujets qui ont été abordés. C'est la question des permis, c'est la question des autorisations, c'est la question des recours et c'est la question de l'acceptabilité. Et moi aussi, avec mon expérience d'ancienne secrétaire d'État à l'écologie, je crois vraiment que c'est la planification territoriale qui nous aidera. Planification territoriale qui veut dire que par territoire, on se dit là c'est possible, on avance, là c'est pas possible, on n'avance pas. Sinon, on crée tellement d'antagonisme, ensuite tellement de recours et donc tellement de délais qu'on est totalement coincé. Et moi j'ai des souvenirs de visites ministérielles il y a quelques années dans lesquelles on avait des développeurs qui sur l'éolien, en gros, posaient des mâts de mesure n'importe où, en se disant on en pose 50 et puis là-dedans il y en aura bien un ou deux qui vont fonctionner. En réalité, c'était contre-productif. Je crois que c'est de l'histoire ancienne et qu'on ne travaille plus comme ça. Mais ce travail de planification, il est extrêmement important. Donc ma réponse, c'est une partie est peut-être dans les éléments techniques des appels d'offres. Et je pense qu'on a fait une part importante du métier, du travail, en changeant les cahiers des charges rétroactivement et en étant en capacité d'améliorer les cahiers des charges économiques pour les suivants. Mais qu'on sera toujours aussi bloqué si en amont, on n'a pas travaillé cette acceptabilité et ce travail sur les permis, et qu'en aval, on n'a pas trouvé les voies et moyens d'accélération du raccordement. Et je voudrais dire que je soutiens le point qu'a fait Xavier Piachatic tout à l'heure. Le raccordement, dans certains cas, il faudra accepter de l'écrêtement pour raccorder 80% de la puissance tout de suite et les 20% résiduels quand ce sera possible. Parce que c'est toujours mieux d'avoir 80% raccordé tout de suite que 100% raccordé dans longtemps. Et donc c'est tout cet ensemble qui nous permettra d'accélérer. Laurence Poirier-Dietz, alors sur la nécessité d'accélérer, pareil, réaction au projet de loi. La filière a obtenu des mesures réglementaires la semaine dernière, hein, donc hors projet de loi. Mais est-ce que vous avez des demandes, des attentes, puisque vous avez dit on peut rehausser l'objectif 2030 pour y parvenir? De quoi avez-vous besoin? Oui, bien sûr, hein, c'est une filière jeune, hein, même si elle s'est développée assez vite, c'est une filière jeune. Et comme ça a été dit tout à l'heure, c'est une filière qui a besoin de visibilité pour se structurer, pour accélérer. Alors j'en profite évidemment pour saluer les mesures qui ont été prises la semaine dernière par Madame la Ministre Agnès Pannier-Runacher sur la prise en compte de l'inflation dans les tarifs, et puis sur l'allongement du délai de construction des installations au-delà des 3 années, parce qu'avec la pandémie, la crise des matériaux, il y avait un certain nombre d'installations qui commençaient
à sans doute ne pas mener leur projet. Et là, on sait qu'il y a à peu près 5 TWh qui vont se déclencher. Alors, cette filière, il faut avoir en tête qu'elle a déjà aussi aujourd'hui 9000 emplois à son actif en France et qu'il y a 80% de sa valeur qui est en France, 95% en Europe. Il lui faut évidemment trouver des moyens dans la loi et dans les différents textes, évidemment avec un titre dédié au gaz renouvelable et bien sûr toutes les mesures de simplification comme les autres ENR, sans doute aussi des mesures de mécanismes d'autoconsommation. Et au-delà de cette loi, c'est aussi les textes sur les certificats de production de biogaz que nous attendons. C'est vraiment important de maintenant donner à la filière des objectifs par la demande pour que les fournisseurs puissent avoir des niveaux de CPB qui vont leur permettre d'avoir des offres de gaz renouvelable pour leurs clients, à la fois les industriels mais aussi les particuliers. Et un dernier point qui est aussi important, c'est qu'au-delà du biométhane, qui est déjà une filière connue, il y a d'autres process qui sont aujourd'hui un petit peu plus en développement, comme la pyrogazéification et la gazéification hydrothermale. Et là, il faut que les textes permettent d'avoir des premières expérimentations pour qu'on puisse aller plus loin. C'est très prometteur, mais voilà, donc c'est aussi ça que la filière attend. Vous évoquez effectivement le texte sur les certificats de production qui est très attendu. Est-ce que vous le voyez arriver, ce texte ? Écoutez, je crois qu'il y a quelques jours, Madame Pannier-Runacher, à l'occasion du congrès de l'Association française du gaz, a dit qu'elle imaginait rapidement le faire. Évidemment, c'est très attendu parce que ça a été déjà inscrit dans la loi climat résilience du mois d'août. Il y a eu un premier décret, le deuxième est très en attente. Et les premières mesures qui viennent de sortir la semaine dernière, je l'ai dit, sur l'inflation et sur les délais, elles ont donné une bouffée d'air à la filière. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui, il y a plus d'1 millier de projets qui attendent et qui ont besoin de ça. Donc voilà, il y aura un mécanisme sans doute pour les petites installations agricoles de tarifs. On peut penser qu'il y a des appels à projets qui vont permettre sur des installations de répondre à tous ces projets de gaz vert. Je rappelle, ce sont des projets dans les territoires. Il y a de la méthanisation agricole, il y a de la méthanisation autour des boues des stations d'épuration et il y a aussi les déchets et demain les biodéchets. Donc vraiment beaucoup de projets qui ont besoin de trouver chacun à leur taille et pour le type d'acteurs une structuration de tarifs et de la visibilité, de la stabilité pour que dans le temps on ait une filière qui soit durable, pérenne et qui s'organise correctement. Alors on va maintenant parler de souveraineté industrielle. On a parlé là de beaucoup de sécurité d'approvisionnement, de souveraineté sur ce plan-là. Il y a aussi la question de l'industrie, puisque le débat que l'on entend régulièrement, c'est effectivement, on développe les énergies renouvelables, mais le solaire, il est fait avec des panneaux chinois. La transition énergétique va nécessiter d'avoir beaucoup plus de minerais, mais on ne les trouve pas en Europe. Donc du coup, souveraineté quand même limitée sur ce plan-là. Alors peut-être d'abord, je vais d'abord poser la question aux industriels, aux énergéticiens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est votre vision pour que vous, aujourd'hui vous achetez sur le solaire des panneaux essentiellement asiatiques, chinois. Quelles sont les conditions pour que ça change? Oui, donc je pense que c'est un enjeu très fort, en effet, par rapport à la souveraineté. Je pense qu'il y a un vrai risque de dépendance vis-à-vis de la Chine. Et je crois qu'il est important de parvenir à développer des filières, alors en Europe, mais aussi ailleurs qu'en Europe, hors Chine, de manière à diversifier nos approvisionnements. On parle souvent des panneaux solaires. Dans le domaine du solaire, moi, ce qui m'a frappé quand je discute avec mes équipes techniques, c'est la dépendance, par exemple, à des équipements particuliers en électronique, les inverteurs, enfin pour ceux qui connaissent, où on se rend compte que la quasi-totalité du marché a été capturée par les Chinois, avec en plus des risques liés à la cybersécurité. Donc je pense que dans le cadre d'une vision industrielle pour l'Europe de demain, c'est juste fondamental et super important de soutenir des entreprises européennes qui voudraient développer de la technologie dans le domaine des énergies renouvelables. L'exemple que je prendrai, il a été évoqué tout à l'heure par Fatih Birol, c'est celui des États-Unis, l'Inflation Reduction Act. C'est une loi super ambitieuse qui travaille essentiellement sur base de ce que les Américains appellent l'ITC, donc c'est un crédit d'impôt qui
qui peut se monter pour les développeurs en partenariat avec des investisseurs financiers qui leur font bénéficier de 30% en fait de réduction sur les investissements. C'est vrai pour les développeurs de projets, mais c'est vrai aussi pour la filière manufacturière. C'est-à-dire qu'on s'attend aux États-Unis à voir des acteurs industriels qui vont recommencer à construire des capacités de développement de panneaux photovoltaïques, puisque c'est l'exemple que vous preniez, mais d'autres éléments de la supply chain des renouvelables. Après, on voit d'autres pays aussi. Là, je parlerai peut-être de l'éolien en mer, hein, l'exemple typique des UK, hein, de la Grande-Bretagne, où quand vous voulez développer un projet d'éolien en mer, il y a des critères dans les appels d'offres de supply chain locale. Et c'est ce qu'on voit apparaître dans pas mal de pays. Je pense que ça sont des mesures, alors que certains pourraient qualifier de protectionnisme, et qui, je pense, font plutôt partie, en effet, de la juste répartition de la valeur avec les acteurs économiques locaux. Donc c'est les deux exemples que je prendrai, ce sujet de réindustrialisation par le soutien d'une vision industrielle au niveau européen, et puis probablement aussi d'intégrer dans les projets ambitieux type éolien en mer la supply chain locale. Nicolas Couder. Merci pour cette question qui est toujours une question compliquée, épineuse. Au risque de passer pour un peu moins protectionniste que toi, Vincent, je voudrais commencer par rappeler l'importance du commerce international et le fait que le rêve de l'autarcie ou de l'indépendance ou de la souveraineté totale n'est pas un rêve, c'est une illusion. Et le fait d'espérer avoir en France, et d'ailleurs quelle serait la bonne échelle? Est-ce que finalement c'est la France, la région, le département, la ville? Parce qu'une fois qu'on veut être autarcique, qui sait si un jour on n'aura pas des problèmes de flux commerciaux avec d'autres pays européens? Donc cette question-là me paraît assez mal posée et en fait ne pas vraiment traiter le fond du problème, qui est la double question de la valeur ajoutée, d'où elle vient, où est-ce qu'elle est créée, par quels acteurs, et la question corollaire de sa répartition, évidemment. Et aujourd'hui, alors évidemment, le panneau cache la centrale, mais une centrale solaire construite en France, plus de la moitié de la valeur ajoutée de la centrale sur sa durée de vie est en France. Parce qu'effectivement, le panneau et souvent l'onduleur viennent d'Asie, mais le terrassement, les câbles, le poste, l'entretien de la centrale pendant les 30 ans de sa durée de vie, l'électricité qu'elle produit, les emplois de gardiennage, de tonte, des espaces verts, d'entretien de la centrale sont des emplois locaux. Et donc quand on fait une analyse de la valeur ajoutée créée par une centrale solaire en France, même si le panneau solaire et l'onduleur viennent d'Asie, eh bien c'est plus de la moitié de la valeur ajoutée qui est dans notre pays. Et il y a une autre partie qui vient non pas de France, mais d'autres pays européens. Et dans l'éolien offshore, le chiffre est encore plus élevé, puisque la quasi-totalité des équipements viennent d'Europe, voire pour les parcs construits en France, de France. Donc, bien sûr, se pose la question de la dépendance géostratégique, et en particulier quand les fournisseurs sont peu nombreux et tous localisés dans un seul pays. Mais là, on est sur une analyse de risque géopolitique, on n'est pas sur une analyse économique de la valeur. Et au risque d'être un peu provoquant, si la fabrication des panneaux solaires n'avait pas quitté l'Europe il y a une dizaine d'années pour aller en Asie, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui on aurait une industrie solaire au niveau mondial qui soit capable de produire de l'électricité à $50 le mégawattheure partout dans le monde. Et donc, bien sûr, réduire nos dépendances géostratégiques, bien sûr, diversifier nos chaînes d'approvisionnement, mais sans aller jusqu'au mythe du Made in France complet, qui serait à la fois contre-productif et surtout qui nous amènerait dans une impasse. Sur le solaire en particulier, le chiffre qui me frappe, c'est que si on prend les objectifs européens, le plan REPowerEU qui a été mis en place suite à l'invasion ukrainienne par la Russie, ce sont 400 gigawatts de solaire qui vont être construits en Europe dans les 10 prochaines années. Si on convertit ça en euros, ça fait à peu près 100 milliards d'euros de panneaux solaires qui vont être achetés par l'Europe dans la décennie qui vient. L'Europe va investir 100 milliards d'euros en 10 ans pour acheter des panneaux solaires. À ma connaissance, il n'y a que très peu de secteurs industriels qui peuvent se vanter d'avoir un carnet de commandes de cette taille, et en plus avec une visibilité sur une décennie. Et donc, ça n'est pas une question de taille de marché ou de possibilité de recréer une industrie solaire européenne. Le marché, il est là, il est énorme, il est prévisible, et la demande va être pérenne. C'est donc une question de réglementation au niveau européen
pour s'assurer par exemple qu'on simplifie les procédures d'autorisation pour la création d'usines ou pour la modification d'usines. On parlait tout à l'heure de la simplification pour les renouvelables, mais c'est vrai aussi pour nos équipementiers qui ont eux aussi à faire face à certaines lourdeurs administratives. Évidemment, conserver ou améliorer le critère carbone présent dans les appels d'offres en France, mais pas partout en Europe. Et puis le dernier axe, c'est exiger que les équipements qui sont installés en Europe bénéficient des meilleurs standards, des meilleures pratiques mondiales en termes d'éco-conception, en termes de réduction de la pollution, en termes de recyclabilité des équipements. Et c'est par cette course à la qualité et cette visibilité, cette stabilité réglementaire donnée aux industriels qu'on générera de l'investissement, plus que dans des barrières protectionnistes qui me paraissent assez vaines et en plus inefficaces. Emmanuel Vargon, un des intervenants, a évoqué les critères carbone dans les appels d'offres. Dans ce domaine-là, qu'est-ce qui peut être... Est-ce que des choses sont envisageables, envisagées ? Moi, ça me paraît normal que dans les appels d'offres, on travaille vraiment en mieux-disant et pas forcément uniquement sur le critère prix. Donc qu'on intègre du carbone, qu'on intègre de la filière industrielle et de la capacité à ce que la supply chain soit pas à l'autre bout du monde, qu'on intègre la capacité de développer les territoires dans lesquels ces installations s'installent. Tout ça me paraît aller dans la bonne direction. Après, il faut qu'on réussisse à doser tout ça, parce qu'in fine, on a aussi un sujet de prix et d'équilibre économique. Mais en tout cas, sur les principes, ça me paraît tout à fait nécessaire. Alors Guillaume Gasparian, on a évoqué effectivement sur la souveraineté industrielle, il y a des projets de gigafactories, notamment dans le solaire. On sait aussi que la filière éolienne a de grandes difficultés. Les industriels de l'éolien sont en difficulté en Europe et que la concurrence chinoise arrive, y compris sur ce marché-là. Que peut faire, que doit faire la puissance publique dans ce domaine ? Vous êtes un ardent défenseur de l'industrie. Donc dans le domaine des énergies renouvelables, quelle est votre vision ? Alors, je suis un ardent défenseur de l'industrie et de la souveraineté industrielle, mais comme mon voisin, je ne suis pas protectionniste et je ne suis pas autarcique non plus. C'est-à-dire que moi, j'ai une vision de l'industrie où on est fier dans nos territoires d'exporter aussi à l'international. C'est-à-dire que l'autarcie, c'est généralement dans les deux sens, faut pas l'oublier. C'est-à-dire quand on commence à se protéger, à mettre en place des barrières très protectionnistes, les autres aussi le font, et ça nous empêche d'exporter. Alors moi j'ai un territoire où on exporte tous les jours des parfums partout dans le monde, tous les jours des céréales partout dans le monde, tous les jours des biens pharmaceutiques partout dans le monde, on en est fiers. Et si demain on nous disait qu'il faut faire de l'autarcie en Eure-et-Loire, on mangerait beaucoup de pain tous les jours, on se parfumerait beaucoup et on prendrait des médicaments tous les jours. Donc il y a un moment où on a besoin aussi de cette ouverture internationale, et pardon de le dire, mais dans le spectre politique actuel, c'est un axe différenciant puisque ça n'est pas la position politique de beaucoup de nos voisins politiques. Donc je le maintiens et je l'assume avec force. Par contre, bien évidemment, on a une industrie conquérante et on a commencé à recréer des emplois industriels, ce qui n'était pas arrivé depuis des décennies, parce qu'on a mené une politique d'attractivité et de compétitivité qui est très forte. On a baissé les impôts de façon significative, on a baissé les impôts de production, on continue à baisser les impôts de production, parce que la première chose pour relocaliser notre production, c'est de donner envie aux investisseurs de choisir la France. Et de se dire, on a intérêt à venir dans notre pays pour pouvoir produire, parce que c'est économiquement intéressant de le faire, parce qu'il y a des compétences, il y a un cadre fiscal qui marche bien, il y a des procédures simplifiées, loi ASAP sur lequel on a beaucoup agi pour accélérer les implantations de sites industriels. Et donc on vous accueille, c'est toute la stratégie Choose France d'ailleurs qui a été développée. Donc je pense qu'il faut continuer sur cette lancée. Rien ne serait pire que de se dire on fait exactement l'inverse, on fait réaugmenter les impôts, on crée des complexités administratives et on fait fuir les investisseurs avec des mesures peut-être un peu populistes, mais qui en réalité changeront rien en termes d'industrie. Il y a aussi une responsabilité de mettre de l'argent côté public sur des secteurs sur lesquels, si le public ne le fait pas, le privé ne le fera pas forcément. Et donc l'idée de se dire, il y a des gigafactories qui demandent énormément de capital, avec un État qui s'engage aux côtés d'investisseurs privés, dans des projets parce qu'il y a un intérêt national européen et il y a un intérêt à retrouver de la production locale et seuls les investisseurs privés ne le feront pas, je trouve que c'est tout à fait intéressant, il faut l'encourager. Donc tout ce qui peut permettre de le faire, bien évidemment, est le bienvenu. Et comme l'industrie énergétique est très capitalistique, bien évidemment, c'est important que l'État aide et accompagne et envoie ce signal-là. L'État, il peut aussi gérer des partenariats géostratégiques sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu de diplomatie économique qui est quand même très fort. On parlait de l'Algérie sur la partie alimentaire, par exemple, c'est des sujets qui sont intéressants, mais il y a d'autres pays dans le monde dans lesquels l'État a aussi la responsabilité d'ouvrir la voie à des secteurs économiques avec des liens stratégiques et géopolitiques qui sont renforcés pour diversifier nos sources d'approvisionnement. Sinon, on devient dépendant de quelques puissances et c'est pas une bonne chose. Puis après, il y a un enjeu aussi chez les acteurs économiques eux-mêmes. Tout ne vient pas de l'État.
pardon, mais je pense que chacun a aussi sa responsabilité. Quand je vois certains acteurs et certaines industries ultra concentrés dans certains pays, leurs sous-traitances et leurs fournisseurs, ils prennent eux-mêmes un risque. C'est le cas de l'automobile. On a aujourd'hui une surconcentration de certains fournisseurs qui peut interroger. Et donc, il faut faire attention à ce que les acteurs eux-mêmes ne se mettent pas dans la main de certaines puissances et dans une logique d'optimisation à outrance, se mettent dans les bras de certaines sous-traitances et après viennent pleurer en disant que fait l'État et est-ce que l'État peut nous aider ? Bah oui, l'État il peut être là, mais il faut que vous aussi vous ayez une stratégie d'achat responsable qui diversifie votre risque et qui vous évite de vous mettre dans la main de certaines puissances. Donc pour moi, voilà, j'ai une vision conquérante de l'industrie. Je crois que l'État peut faire beaucoup en termes d'attractivité, de compétitivité, en termes géopolitiques, en termes de signal, en investissant aux côtés des investisseurs privés et en responsabilisant les acteurs et en leur expliquant aussi que chacun a sa part à prendre dans la souveraineté industrielle, que c'est pas juste une lubie de l'État, mais c'est un enjeu qui nous concerne absolument tous. Alors, si vous voulez bien passer le micro à votre voisin de gauche, Nicolas Goldberg, est-ce que vous voulez réagir sur ces propos et où voyez-vous l'enjeu, vous, sur le plan, effectivement, de cette souveraineté industrielle ? En réalité, je vais vous le dire, j'aime pas beaucoup le mot souveraineté industrielle. Ça veut dire quoi être souverain sur l'énergie ? Est-ce que ça veut dire être complètement autarcique ? Et dans ce cas-là, c'est pas bon pour les raisons qu'on a données. Dans la littérature scientifique, on parle de sécurité d'approvisionnement. C'est-à-dire, est-ce que, en cas de choc, est-ce que vous êtes sécurisé sur votre approvisionnement en énergie ? On voit bien que sur les énergies fossiles, c'est pas tellement le cas. Surtout quand un grand pays fournit 50% du gaz de l'Union européenne, on voit que c'est là où l'approvisionnement énergétique n'est pas sécurisé. Quand on passe sur les renouvelables, effectivement, on a souvent la question des panneaux solaires chinois, c'est beaucoup moins le cas sur l'éolien, puisqu'il y a des industries européennes. Et d'ailleurs, j'aimerais rappeler que si on a pris 11 ans pour sortir le premier parc offshore, c'est qu'on a mis des critères en place de chaînes logistiques locales et d'usines qui ont été construites pour monter les éoliennes qui ensuite allaient partir au large. Mais sur les panneaux solaires chinois, la dépendance n'est pas exactement la même que sur les énergies fossiles. C'est-à-dire que si demain la Chine dit bah non, vous n'aurez plus de panneaux solaires, ça ne va pas détruire les panneaux solaires que vous avez sur votre territoire. A priori, non. A priori, non. Donc, on peut se dire que là-dessus, il y a une certaine forme de sécurité d'approvisionnement. Il n'y a pas une autonomie. Voilà. Et quand on regarde, par exemple, sur le parc nucléaire, on disait souvent ça nous rend indépendants. Mais il y a certaines dépendances. Dans le nucléaire, comme on la gère, on a 3 ans de combustible enrichi sur notre territoire, on a des réserves, et c'est ça qui fait que l'approvisionnement est sécurisé, mais qu'on n'est pas complètement autarcique, même sur le nucléaire. Donc voilà, il faut bien arriver à poser le débat, et effectivement, si demain on passe d'une dépendance fossile, je rappelle que les énergies fossiles, c'est 2/3 de notre énergie, y compris en France, enfin de notre consommation finale d'énergie, à une dépendance minérale, c'est pas exactement la même chose. Et là-dessus, j'aimerais rappeler qu'effectivement, demain, si on atteint la neutralité carbone, ce que je souhaite fortement, on n'aura plus d'énergie fossile, ou alors on aura juste un talon, on aura une dépendance minérale, parce qu'on consommera beaucoup de minéraux, en particulier cuivre, aluminium, lithium, cobalt. Ça, ce sont surtout les énergies de l'électrification et de la mobilité électrique. Donc on voit, enfin souvent quand on aborde cette question des dépendances minérales et autres, on dit oui les renouvelables, tout ça, bon peut-être, attention au système énergétique dans son ensemble, attention à la sobriété qu'on peut mettre en place dans la mobilité, parce que c'est ça qui nous fera économiser des métaux stratégiques, lithium, cobalt, et sur l'électrification qu'il faudra augmenter de toute façon si on veut atteindre la neutralité carbone. Il y aura des tensions sur le cuivre et l'aluminium, on peut les gérer via de la sobriété, de l'efficacité, mais aussi une mise en place de réemploi des matières et d'économie circulaire. Le cuivre, l'aluminium, c'est recyclable, mais pour peu qu'il soit recyclé. Voilà. Donc, selon moi, c'est plutôt ça les termes du débat, plutôt que se dire est-ce qu'on est complètement autarcique sur telle ou telle énergie, est-ce qu'il faut mettre des barrières de protection, bien regarder la valeur ajoutée et bien voir qu'est-ce qu'on remplace et jusqu'où on pousse le curseur de sécurité d'approvisionnement plutôt que celui de la souveraineté. Alors l'ADEME a travaillé sur ces questions-là. Donc Baptiste Périssin-Faber, de votre point de vue, donc, quel est l'état, quel est le risque effectivement de dépendance dans ce domaine ?
Alors, par rapport à cet enjeu de souveraineté industrielle, et je pense avant de parler de nouvelles dépendances liées au développement des énergies renouvelables, je pense qu'il faut rappeler 2 choses très simples. D'abord, la bataille de l'offre, elle n'est pas perdue. Bruno Bonnell, dans son introduction, donc le secrétaire général pour l'investissement en charge de France 2030, il a parlé de métamorphose, de chrysalide, mais je crois qu'il a aussi dit qu'il y avait une mobilisation sans précédent de moyens publics et privés pour décarboner l'économie. Et l'ADEME, en tant qu'opérateur de France 2030, on voit arriver ces pépites des ENR électriques, des ENR thermiques, qui vont créer les champions de demain. Donc là, on n'est pas condamné à être dépendant de technologies non européennes sur les énergies renouvelables. Et puis deuxième point, on a publié en janvier l'année dernière une étude qui essaye d'évaluer l'impact économique et climatique du développement des ENR au cours des 20 dernières années. Et donc ce qu'on remarque, c'est que ça a permis d'éviter l'émission de une année d'émissions de CO2 en France, donc ce qui est considérable, hein, chaque tonne compte. Et puis surtout, sur la balance commerciale, ça nous a évité d'importer 22 milliards d'euros d'énergie fossile et nous a permis d'exporter 18 milliards d'euros d'énergie renouvelable. Donc ça fait un bilan de 40 milliards sur la balance commerciale. C'est autant d'argent qui est resté sur le territoire et donc qui a créé de l'activité, de la souveraineté. Très bien, merci. Dans la filière biogaz, un petit point aussi sur cette dimension industrielle. On en est aujourd'hui? C'est une filière qui a sa valeur ajoutée en France. Je le disais tout à l'heure, à 80% et à 95% en Europe. Mais il faut quand même revenir à ce qu'on se disait tout à l'heure sur finalement l'urgence d'accélérer et d'avoir des textes et de la visibilité qui permettent à la filière de se structurer. C'est le cas aujourd'hui, par exemple, sur tous ceux qui savent construire, toutes les entreprises qui savent construire des méthaniseurs et autres, parce que actuellement, ils disent ne plus avoir dans leur carnet de commandes de quoi avoir des travaux et des affaires à réaliser, disons, après 2024. Voilà, jusqu'à 2023, mi-2024, ça va, et après, c'est moins le cas. Moi, ce que j'observe, c'est que d'autres pays européens ont beaucoup d'intérêt sur le biométhane et le développement. Évidemment, l'Europe l'a évoqué, avec les 35 milliards de mètres cubes à horizon de 2030. Ça veut dire que cette filière française, elle peut aussi filer ailleurs. Soit elle peut complètement laisser ses équipes se dégréer, ou alors aller travailler en Espagne, en Italie, en Pologne ou ailleurs. Donc à nous aussi d'avoir une filière qui est organisée et qui le reste. Alors, avant de prendre les quelques questions de la salle, une dernière question pour Xavier Péchazic. Donc, les réseaux vont avoir besoin d'intégrer massivement les énergies renouvelables dans les années qui viennent. Il va falloir beaucoup investir pour cela. Donc, vous allez aussi soutenir l'industrie par les investissements qui sont prévus dans les années qui viennent. Oui, mais déjà, je voudrais poursuivre et insister sur ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure. On entend parfois, nous sommes interpellés, nous, sur le fait qu'on va quitter une dépendance pétrolière pour tomber dans une autre. En fait, pas du tout, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on est hyper dépendant du gaz et du pétrole. On est hyper dépendant. Que la transition énergétique, que le système électrique de demain puisse créer certaines tensions sur certains matériaux, tu l'as dit, aluminium, cuivre, lithium, cobalt, manganèse, peut-être, mais en proportion infime par rapport à notre dépendance d'aujourd'hui et à notre dépendance géopolitique. 1. 2, la bonne nouvelle, c'est que ces questions de matériaux, on sait les anticiper parce qu'on les connaît. Nous, on en a donc étudié 16 pour voir s'ils poseraient problème demain. Donc on peut anticiper des chaînes d'appro. Et puis, surtout, Nicolas l'a dit, ça se recycle. Donc il faut qu'on organise le recyclage, ça nous protège. Ça, c'est le monde de la dépendance à l'égard des matières premières. Après, il y a le sujet de la dépendance technologique, il faut qu'on maîtrise nos technos, et de l'indépendance industrielle, parce que c'est bien qu'on crée de la valeur ajoutée chez nous, et le chez nous, c'est en Europe. Et donc, pour parler en tant que gestionnaire de réseau, nous, on fait 2 choses à cet égard. La première, c'est qu'on essaye de donner de la visibilité long terme à nos fournisseurs, à nos acteurs économiques. Le plan stratégique réseau, chez nous, il se projette à 15 ans. Ça donne des volumes, ça donne de la perspective et ça pousse les acteurs économiques
à ce qu'ils investissent sur le territoire de l'Europe. Ça, c'est la première chose, de la visibilité. Et puis la deuxième chose, c'est la massification, parce que c'est important que pour des fournisseurs, pour des industriels, on normalise progressivement, on standardise nos commandes. Et je veux dire ici, parce que nous n'avons pas encore communiqué, que j'ai signé hier, avec certains de mes homologues européens, 4 alliances industrielles pour aller dans le sens de la standardisation et de la normalisation. Donc 4 alliances industrielles entre TSO de pays d'Europe, un sur le SF6, comment est-ce qu'on remplace l'exacteur de soufre qui est très polluant. Le deuxième sur la standardisation des câbles à courant continu. Le troisième sur la standardisation de l'analyse du cycle de vie de nos composants réseau. Et le dernier sur nos composants critiques, et donc essentiellement les composants informatiques qui se développent sur les réseaux et qui dépendent encore de conception et de constructeurs qui se trouvent en Asie. Donc voilà les 4 alliances que nous montons pour poursuivre cette collaboration. Tout ça donc à la fin pour qu'on maîtrise les technos et qu'on crée de la valeur ajoutée et des emplois sur le territoire communautaire. Merci beaucoup. Alors, on a quelques minutes pour prendre une ou deux questions de la salle. Donc, Philippe. Oh là là, il y en a plus d'une ou deux, il y en a beaucoup qui arrivent. Vous avez l'adresse là, juste derrière vous. Ce que je vous demanderai, c'est de signer vos questions, s'il vous plaît, de manière à ce qu'elles ne soient pas anonymes. La première, ça tombe bien, elle était pour Xavier Pchesazic concernant les lignes haute tension. Est-ce que les lignes existantes, est-ce que le réseau existant va pouvoir absorber cette massification des énergies renouvelables? Je crois que vous avez bien répondu. Maintenant, est-ce que c'est à poste source constant, sans rentrer dans un détail trop technique et sans trop parler électricité, on nous reproche souvent de parler trop électricité en parlant d'énergie renouvelable, mais comment RTE voit arriver les nouveaux postes sources qui se développent, des développements de postes sources privés qui permettent d'accueillir une sorte de collectivité de projets éoliens, photovoltaïques, principalement autour. Est-ce que ça contribue à augmenter, enfin étendre ces réseaux et les capacités de raccordement? Bon, plus d'énergie renouvelable égale plus de réseaux, et plus d'électrification égale plus de réseaux. Ça, c'est sûr. Voilà. Et donc, c'est plus d'investissement sur le réseau. Et donc, il y aura plus de postes sources. Et ce à quoi il faut qu'on se prépare tous, c'est que notre infrastructure d'énergie, elle réapparaisse dans nos paysages. Aujourd'hui, notre infrastructure d'énergie, vous la voyez pas, c'est des puits de pétrole et des puits de gaz, ils sont pas chez nous. Et les raffineries non plus, d'ailleurs, pour l'essentiel. Pardon, il en reste quelques-unes pour mon collègue du bout de la rangée. Et donc, cette infrastructure de production de l'énergie que nous consommons, elle apparaît dans nos paysages. Il faut qu'on se le dise, qu'on en parle et qu'on l'accepte et qu'on le fasse du mieux possible. Donc demain, il y aura plus de postes électriques, oui. Après, l'enjeu, c'est de faire en sorte que le système soit optimisé. À 2 égards, que les postes soient publics ou privés, ce n'est pas le sujet. Il faut que notre système il soit optimisé à 2 égards, déjà parce que le système électrique, ça coûte, et ça coûte au consommateur final. Donc on ne va pas construire des postes sources pour le plaisir. Hein. Donc il faut qu'on optimise le raccordement, il faut qu'on optimise les postes sources. C'est une question économique, et puis c'est une question d'insertion, parce que bien évidemment c'est une infrastructure, elle a son impact. Il est en général pas nul, même si on essaye de le minimiser. Et donc, à cet égard, et pour que l'infrastructure énergétique soit la plus acceptée demain, il faut qu'elle soit raisonnable dans son emprise. Et donc, au titre économique et au titre de son emprise, il faut que le système électrique soit optimisé, d'où la question de la refonte des S3R-ENR, d'où ce que disait Guillaume sur la planification. Tout ça, ça participe à ce que le système électrique de demain soit optimisé. Merci pour cette réponse. Il y en avait une autre, on parle de l'indépendance d'approvisionnement et le cas des panneaux solaires qui viennent à 85% de Chine. Comment se prémunir de possibles rachats de turbiniers je pense que voulait dire la personne, européens, qui vont mal par les Chinois. On posera cette question à la table ronde de cet après-midi, puisqu'il y aura un turbinier qui s'exprimera. Concernant le photovoltaïque, je voulais juste rappeler le projet carbone d'une gigafactory en France qui produirait 5 gigawatts en 2025 et 15 gigawatts à partir de 2030. Un beau projet qui va démarrer avec un site pilote, une unité pilote qui produira 1,5 gigawatt en 2024. On en parlait tout à l'heure.
Une question peut-être pour Emmanuel Vargon de la Commission de régulation de l'énergie. Quid du développement des PPA, Power Purchase Agreement? Comment la CRE les voit arriver? Comment peut-on les suivre? Et est-ce qu'il ne faudrait pas une base de données publique pour les recenser et les classifier? Pour moi, les PPA, ça va être un des éléments probablement centraux des questions de design de marché et de régulation dans les années qui viennent. Juste pour dire en introduction que quand on dit le marché ne fonctionne pas en Europe, en réalité, le marché spot, il continue à fonctionner, à faire des prix, à permettre des échanges, à permettre des transactions et à permettre d'alimenter les pays qui en ont besoin. En revanche, la difficulté qu'on a, c'est que ce prix spot, qui est actuellement très élevé et qui par ailleurs est volatile, il se répercute beaucoup dans la facture des consommateurs. Pour le nucléaire, c'est traité à travers l'ARENH aujourd'hui, et on voit bien que l'ARENH devra évoluer, donc ce sera la question du post-ARENH en 2025. Et puis il faut qu'on arrive à développer un segment intermédiaire dans lequel on donne plus de visibilité, donc à travers des PPA, dans lesquels c'est des achats de gré à gré, il n'y a pas forcément de soutien État, et ça permet de fixer des prix sur un segment du marché de gros, qui n'est pas le marché spot, mais qui est un marché forward à plus long terme. Et donc, la CRE soutient le développement des PPA, l'agence européenne aussi, d'ailleurs l'ACER s'est prononcée sur le sujet, et après ça pose des tas de questions d'insertion, de régulation, etc., qui sont précises, dans lesquelles je ne vais pas rentrer maintenant et dans lesquelles on retravaille aussi, parce qu'on passe à la fois la gestion de la crise maintenant, mais ça sera l'un des outils, je pense, très utiles pour fixer les prix et pour accepter d'avoir une visibilité plus forte. Visibilité plus forte, ça veut aussi dire qu'on profitera moins de la volatilité à la baisse. Et donc ça, je crois qu'il faut qu'on en soit conscient. On a un objectif de souveraineté ou de sécurité d'approvisionnement, quelle que soit la manière dont on le prend. On a un objectif de décarbonation. Les deux sont extrêmement liés. Pour l'instant, notre insécurité d'approvisionnement, c'est sur de l'énergie fossile. On passe à des nouvelles énergies. Elles sont plus inertes en prix, elles descendent pas aussi bas que descendent les énergies fossiles parfois, elles montent pas aussi haut non plus. Et donc il faut qu'on accepte d'être dans un corridor qui sera probablement plus contraint que l'énorme volatilité qu'on voit aujourd'hui. Une micro-question également pour la CRE qui vient de la salle. Quid d'un bonus pour les projets Made in France, ou en tout cas avec un certain pourcentage Made in France? Dans les appels d'offres? Oui. Je vous dis, ça fait partie des questions qu'on se pose aujourd'hui, savoir dans les nouvelles générations d'appels d'offres, quelle est la part purement économique et prix, quelle est la part souveraineté industrielle, système industriel et la part locale. Donc moi, je suis prête à ouvrir un certain nombre de questions, mais je serai prudente sur le sujet parce qu'on n'y a pas retravaillé récemment. Merci madame, merci messieurs, merci Patricia d'avoir participé à cette première table ronde et respecté impeccablement le timing. Merci aux intervenants.